Mesdames et messieurs, bonjour. Cette conférence s'intitule Les prisonniers de guerre espagnols sur le chantier du canal de Bourgogne dans l'Yonne de 1811 à 1814. Cette étude repose sur deux séries conservées aux archives départementales de Lyon. Tout d'abord la série R, consacrée aux affaires militaires, puis la série S, consacrée aux travaux publics. Voici les 7 dossiers que j'ai consultés en série S consacrés au canal de Bourgogne, en particulier l'Elias 3S33, 3S34, 3S35 consacrés aux prisonniers de guerre. Cette étude a pour objet d'inscrire l'histoire des familles dans la grande histoire des peuples. Les familles, en effet, sont le fruit de circonstances à la fois locales, nationales et internationales. Certaines familles de Lyon sont le produit de deux circonstances historiques majeures, la construction du canal de Bourgogne et la guerre d'Espagne de 1808 à 1813. Sans ces deux circonstances historiques, ces quelques familles de Lyon n'existeraient pas. D'autres familles seraient nées à leur place et d'autres individus auraient vu le jour. La première circonstance historique est la construction du canal de Bourgogne de 1777 à 1832. Le canal de Bourgogne mesure 243 km. Il relie Migène, dans l'Yonne, à Saint-Jean-de-Laune, en Côte d'Or. Le tracé du canal de Bourgogne a été conçu par l'ingénieur Joseph Abeille. Il en a dessiné les plans en 1724 en fixant la ligne de partage des eaux à Pouilly-en-Ossois, en Côte d'Or. Ces plans initiaux ont été ensuite légèrement modifiés en 1752 par l'ingénieur Antoine Chézy. Ce n'est que le 7 septembre 1773 que le roi Louis XV a ordonné enfin la construction du canal de Bourgogne. Il a décidé de financer lui-même les travaux sur le versant nord du canal, de Migène à Pouilly-en-Ossois, tandis que les États de Bourgogne devaient financer les travaux sur le versant sud, de Saint-Jean-de-Laune à Pouilly-en-Ossois. Dans l'esprit de ses concepteurs, le canal de Bourgogne devait être la clé de voûte de toute la navigation fluviale en France. Il devait relier la rivière de l'Yonne à celle de la Saône, il devait relier ainsi le bassin de la Seine à celui du Rhône pour relier au final la Manche à la Méditerranée. Tous les autres canaux devaient se ramifier autour de cet axe fluvial reliant les deux ports du Havre et de Marseille, en passant par les métropoles de Rouen, Paris, Dijon et Lyon. Les travaux du canal de Bourgogne consistaient, premièrement, à creuser le lit du canal et à rectifier le lit de la rivière qu'il longe pour y supprimer les méandres inopportuns, et à bâtir les ouvrages d'art qui sont nécessaires au bon fonctionnement du canal, des déversoirs et reversoirs, des aqueducs, mais aussi les écluses du canal, les maisons éclusières et les ponts du canal. Les travaux du canal de Bourgogne ont duré jusqu'en 1832. Ils ont débuté dans l'Yonne en 1777 en remontant la rive droite de l'Armançon de Migène à Tonnerre et ils ont débuté en Côte d'Or en 1781 en remontant la vallée de l'Ouche de Saint-Jean-de-Laune à Dijon. Les travaux ont été arrêtés de 1793 à 1807 à cause des guerres de la Révolution. Le 18 mars 1804, Napoléon Bonaparte a toutefois promis à une députation venue de Lyon la reprise des travaux. Le 5 août 1805, l'inspecteur général des ponts et chaussées, Armand Lefebvre, a donc remis un rapport au ministre de l'Intérieur. Il a constaté que le canal était déjà creusé de Migène à Tonnerre, qu'il était ébauché de Tonnerre à Lésine, mais qu'il restait en friche de Passy-sur-Armançon à Aisy-sur-Armançon. Les travaux n'ont repris qu'en 1808. La seconde circonstance historique est la calamiteuse guerre d'Espagne de 1808 à 1813. Les travaux du canal de Bourgogne ont repris dans l'Yonne en 1808, au moment même où en Europe, Napoléon Bonaparte décidait d'annexer l'Espagne, alliée de la France depuis 1796. Tout a commencé le 30 avril 1808 à Bayonne, lorsque Napoléon Ier a forcé le roi d'Espagne Charles IV de Bourbon et son fils Ferdinand VII, qui se disputaient le trône espagnol, à abdiquer ensemble au profit de Joseph Bonaparte. Le 4 décembre 1808, ayant anéanti les troupes espagnoles fidèles au Bourbon d'Espagne, Napoléon Ier a reçu la capitulation de Madrid, comme le montre le tableau à gauche, réalisé en 1810 par le peintre Antoine-Jean Gros. La guerre d'Espagne n'était pas finie pour autant. L'année 1808 inaugure en effet, en Europe, la longue période des déboires napoléoniens. Ces déboires apparaissent clairement dans 31 liasses conservées aux archives départementales de Lyon, à Auxerre, de 2R 212 à 2R 242. Ces 31 liasses rassemblent les actes de décès de 7006 soldats natifs de Lyon, morts à l'hôpital de 1800 à 1815, ceux-ci dans 27 pays différents. Pendant la période des triomphes napoléoniens, de 1800 à 1807, on ne dénombre que 1976 décès sur 7006. Pendant la période des déboires napoléoniens, au contraire, de 1808 à 1815, on dénombre jusqu'à 5030 décès.
En tout, 887 soldats de Lyon sont morts dans des hôpitaux en Espagne. La France a finalement perdu la guerre d'Espagne. Pourtant, les Espagnols n'ont remporté que 4 victoires sur les Français, dont la terrible bataille de Bailén le 22 juillet 1808. En revanche, les Français ont remporté jusqu'à 23 victoires sur les Espagnols, faisant 95 000 prisonniers de 1808 à 1811. Les troupes napoléoniennes ont toutefois été vaincues face à la guérilla espagnole et aux troupes anglaises de Wellington. La construction du canal de Bourgogne et la guerre d'Espagne ont eu des conséquences migratoires. 1200 prisonniers de guerre espagnols sur les 95 000 enregistrés de 1808 à 1811 ont été envoyés travailler dans le Tonnerrois. De 1809 à 1812, en effet, Napoléon Ier a fait déporter en France de très nombreux prisonniers de guerre espagnols qui ont tous été disséminés sur tout le territoire national de l'époque. Parmi tous les lieux d'accueil de ces prisonniers venus d'Espagne, 3 sont à souligner. Carentan, dans le département de la Manche, Lille, dans le département du Nord, et Auxerre, dans le département de l'Yonne. Les prisonniers de guerre espagnols avaient le droit de rester oisifs dans leurs dépôts jusqu'à la fin des hostilités, mais ils pouvaient aussi se mettre à travailler pour gagner de l'argent. Ils pouvaient aller travailler à la campagne et recevaient le même salaire qu'un ouvrier français. Le 23 février 1811, Napoléon Ier a décidé de confier aux prisonniers de guerre espagnols volontaires divers travaux publics, ceci en leur donnant les mêmes salaires qu'aux travailleurs locaux. Il a créé 15 bataillons des ponts et chaussées, placés sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, chacun d'eux étant commandé par un ingénieur. Il a créé également 15 bataillons des fortifications, placés sous la responsabilité du ministre de la Guerre, chacun d'eux étant commandé par un capitaine du génie. Sur les 15 bataillons des ponts et chaussées, 3 bataillons étaient appelés à travailler dans le Tonnerrois, dans la zone encadrée en rouge sur la carte à gauche. Tout d'abord le 5e bataillon, créé à Carentan dans la Manche, puis le 14e bataillon, créé à Lille dans le Nord, et enfin le 23e bataillon, créé à Auxerre dans l'Yonne. Dans le Tonnerrois, les 3 bataillons des ponts et chaussées ainsi créés ont travaillé de 1811 à 1814 sur le chantier du canal de Bourgogne. Le 5e bataillon, venu à pied de 40 ans, a commencé à travailler en novembre 1811 à Lésines. Le 14e bataillon, venu quant à lui de Lille, a commencé à travailler en décembre 1811 à Comissé, et le 23e bataillon, créé plus tardivement à Auxerre, s'est mis à travailler en septembre 1812 à Ancy-le-Franc. Ces 3 communes du Tonnerrois ont accueilli chacune sur leur territoire 400 prisonniers de guerre espagnols venus travailler sur le canal. Le poids démographique de ces 400 prisonniers dans chacune des 3 communes en question était considérable, comme le montre le recensement de la population locale en 1836. En 1836, Lésines n'avait que 597 habitants, Comissé n'avait que 395 habitants, mais Ancy-le-Franc avait jusqu'à 1413 habitants. La structure militaire de chaque bataillon était la suivante. Chaque bataillon était commandé par un ingénieur français des ponts et chaussées avec le rang de capitaine. Il y avait ensuite un lieutenant-adjudant-major français, un commis-écrivain quartier-maître français, un brigadier français de gendarmerie à cheval et un chirurgien français attaché au bataillon. Il y avait ensuite 4 gendarmes français à cheval, 4 sergents et 4 fourriers français, puis 32 caporaux espagnols, 4 tambours espagnols et 364 soldats espagnols. La hiérarchie civile de ces 3 bataillons était la suivante. Tout d'abord l'empereur, puis le ministre de l'Intérieur, le directeur général des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de Lyon, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de Tonnerrois, puis 3 ingénieurs ordinaires commandant le 5e bataillon, le 14e bataillon et le 23e bataillon. Dans les faits, les 3 ingénieurs qui devaient commander les 3 bataillons n'étaient que 2. Les 5e et 23e bataillons étaient commandés par l'ingénieur ordinaire Claude Jean-Gertrude d'Augy et le 14e bataillon par l'ingénieur en chef du Tonnerrois Jacques Fouchereau. Chaque bataillon de 400 hommes était divisé en 4 compagnies de 100 hommes et chaque compagnie était divisée en 4 sections. Les prisonniers de guerre étaient tous vêtus de la même façon par les autorités françaises. Tous devaient avoir un habit bleu ciel avec 20 boutons blancs indiquant le numéro du bataillon, un collet noir et des parements noirs. Un gilet bleu ciel avec 6 boutons blancs numérotés, un pantalon bleu ciel doublé en toile jusqu'au genou, une calotte bleu ciel garnie d'un turban noir, une veste croisée en treillis et garnie de toile pour le travail, un pantalon en treillis pour le travail, 2 chemises de toile forte pour le travail, 2 paires de souliers garnis de clous et une paire de guêtres bleu ciel. La nourriture quotidienne des prisonniers était elle aussi très codifiée. Chacun devait avoir 750 grammes de pain de munition, composé de 3 quarts de froment et d'un quart de seigle, 150 grammes de pain blanc pour la soupe, 250 grammes de viande ou de lard, 120 grammes de légumes secs, parfois de légumes verts, 60 grammes de riz pour remplacer parfois les légumes, du vinaigre pour agrémenter l'eau de boisson et du sel pour la soupe.
La nuit, les prisonniers disposaient du matériel suivant. Pour dormir, une couverture en poil de bœuf et un sac rempli de paille disposé sur une couchette en bois, et pour s'éclairer, une chandelle. Le 5e bataillon travaillait à Lésine. On voit ici le canal à gauche et la rivière à droite. Le 5e bataillon des ponts et chaussées a été créé le 1er mars 1811 à Carentan dans la Manche. Il a d'abord travaillé sur le chantier du pont du Petit V entre Carentan dans la Manche et Isigny-sur-Mer dans le Calvados, puis il a quitté ce chantier en Normandie le 23 octobre 1811. Il a commencé à travailler à Lésine sur le chantier du canal de Bourgogne le 11 novembre 1811. Il y avait 90 galeux parmi les prisonniers du 5e bataillon. Le 17 mai 1812, jusqu'à 138 prisonniers espagnols du dépôt d'Auxerre ont dû être transférés au 5e bataillon pour y remplacer les travailleurs espagnols inaptes au travail. Le 20 juillet 1812, 5 prisonniers se sont noyés dans l'Armançon en traversant la rivière dans une barque. Pour finir, le 22 janvier 1814, le 5e bataillon a quitté précipitamment Lésine en direction de Nantes avant que les Cosaques n'arrivent dans le Tonnerrois. En 1812, le camp des Espagnols à Lésine a été dessiné sur les plans du cadastre napoléonien. Les prisonniers du 5e bataillon étaient logés dans des baraques solides et amovibles dont le toit était en chaume et les murs en torchis, avec une charpente grossièrement taillée en bois de chêne pour la structure porteuse et ailleurs en bois de peuplier. L'emplacement du camp avait été choisi par Louis-Henri Sutil, ingénieur en chef des ponts et chaussées dans l'Yonne, et Jacques Fouchereau, ingénieur en chef des ponts et chaussées du Tonnerrois. Le camp des Espagnols à Lésine avait été installé sur les terres de l'ancienne abbaye de la Charité. Voici une vue aérienne actuelle de l'emplacement du camp, près du canal et non loin de la rivière. Et voici ce qui reste actuellement du camp des Espagnols en 2023, c'est-à-dire rien. Le 14e bataillon, quant à lui, travaillait à Comissé près de Tonnerre. On voit ici le canal à gauche et la rivière à droite. Le 14e bataillon des ponts et chaussées est arrivé à Comissé le 19 décembre 1811. Il a été commandé par l'ingénieur Jacques Fouchereau jusqu'à la mort de celui-ci le 16 septembre 1813 à Tonnerre. Il a ensuite été commandé par l'ingénieur Alexis Hubert Robillard. Le travail des prisonniers espagnols à Comissé était de creuser un nouveau lit pour la rivière de l'Armançon. La carte de Cassini, en effet, montre que l'Armançon formait une boucle inopportune vers le nord, en direction de Saint-Martin-sur-Armançon, pour contourner une butte à Comissé. Voici une autre vue de cette boucle, où l'on voit que l'Armançon contourne le bourg de Comissé, à droite, pour monter ensuite jusqu'au bourg de Saint-Martin-sur-Armançon, et redescendre vers la gauche, en entourant les terres de l'abbaye Saint-Pierre de Molhomme, située à Saint-Martin-sur-Armançon. Le travail du 14e bataillon a consisté à percer dans la butte de Comissé un nouveau lit pour l'Armançon. Le 23e bataillon, pour finir, travaillait à Ancy-le-Franc. On voit ici le canal à gauche et la rivière à droite. Le 23e bataillon des ponts et chaussées a été créé au dépôt d'Auxerre le 11 septembre 1812. Il a commencé à travailler à Ancy-le-Franc sur le chantier du canal de Bourgogne le 25 septembre 1812. La mission des prisonniers espagnols à Ancy-le-Franc était de créer un nouveau lit pour la rivière de l'Armançon pour éviter que le canal ne traversât le parc du château du comte d'Empire Auguste Michel de Tellier de Louvois, comte de Tonnerre et marquis de Souvray. Le séjour des 3 bataillons des ponts et chaussées, de 1811 à 1814, a eu des conséquences généalogiques dans le Tonnerrois. Il y a eu des décès, des naissances et des mariages parmi les prisonniers espagnols. Tout d'abord, les décès. Le 5e bataillon était endeuillé par 44 décès de prisonniers, dont voici la liste. Ceci représente jusqu'à 11% de l'effectif du bataillon. En revanche, il n'y a eu que 6 décès au 14e bataillon et 12 décès au 23e bataillon. On constate ainsi que la mortalité des prisonniers de guerre espagnols a été beaucoup plus faible à Comissé et Ancy-le-Franc qu'à Lésine. Le 5e bataillon, à Lésine, était composé en fait de prisonniers plus âgés qui s'étaient épuisés au travail en Normandie avant de se rendre à pied en Bourgogne avant l'hiver. On constate aussi que l'origine des prisonniers était moins homogène à Lésine, où certains ouvriers du 5e bataillon des ponts et chaussées n'étaient pas nés en Espagne. On relève parmi les 44 morts du 5e bataillon un Prussien, un Russe et 3 Hongrois. On constate enfin que les prisonniers de guerre sont presque tous morts à l'hôpital de Tonnerre. Seuls 5 se sont noyés à Lésine et un autre à Argenteuil, et un 7e est décédé au camp d'Ancy-le-Franc. Pour ce qui est des naissances, le nombre d'enfants naturels a augmenté aussi bien à Lésine qu'à Comissé pendant 3 ans lors du séjour des 5e et 14e bataillons, mais pas à Ancy-le-Franc où travaillait le 23e bataillon. Sur ce tableau, divisé en 5 périodes de 3 années, on constate en effet que la période de 1812 à 1814 se distingue par un surplus de naissances d'enfants naturels à Lésine et à Comissé.
Les géniteurs étaient surtout des Espagnols. Ces prisonniers ont cependant presque tous légitimé leurs enfants naturels en épousant les mères. Voici donc les mariages. Tout d'abord, les 5 familles de Lyon issues du 5e bataillon cantonné à Lésine. La première famille a été fondée par Juan de Cuevas. Il était né en Andalousie et, en mai 1812, il avait engrossé à Lésine sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Marie-Huberte Fayot, le 10 juillet 1813 à Lésine. Il en a eu 2 filles et 2 garçons. Il est devenu vigneron puis boucher à Lésine, puis il s'est remarié le 7 octobre 1856 avec Françoise Été. Il est décédé à Lésine le 19 janvier 1864. Avec le temps, son nom de famille espagnol a été transformé. Il est devenu Cuava. Voici une photographie de sa petite fille Marie Cuava, épouse de Louis Lucas. La deuxième famille a été fondée par Antonio Montero, né en Catalogne. Il n'a rejoint le 5e bataillon que tardivement, sans doute en provenance du 23e bataillon, puis, en juillet 1813, il a engrossé sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Jeanne Charbonnier, le 16 septembre 1813 à Ancy-le-Franc. Il en a eu 2 filles et un garçon. Il est devenu ensuite cordonnier à Ancy-le-Franc, puis, le 11 septembre 1832, il s'est remarié avec Françoise Poteau. Il est décédé à Ancy-le-Franc le 20 novembre 1853. La troisième famille a été fondée par José Lopez, né à Salamanque en Vieille-Castille. Il faisait partie des 138 prisonniers du dépôt d'Auxerre qui avaient été envoyés à Lésine le 17 mai 1812 pour y remplacer les prisonniers du 5e bataillon inaptes au travail. En juin 1813, il a engrossé à Lésine sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Marie-Jeanne Michelot, le 21 septembre 1813 à Lésine. Il en a eu 4 filles et 4 garçons. Il s'est mis à travailler comme cordonnier à Lésine, puis à Cruzy-le-Châtel. Il s'est ensuite remarié le 8 janvier 1827 à Cruzé-le-Châtel avec Marie-Françoise Delorme qui lui a donné une fille et un garçon. Il est décédé à Cruzé-le-Châtel le 4 mars 1840. La quatrième famille a été fondée par Antonio Gómez, né en Andalousie. Il avait été capturé par les Français en 1809 à Saragosse, puis avait été envoyé en Normandie avant d'arriver à Lésine. Après la chute de Napoléon, il est resté en France où il s'est mis à travailler comme tisserand puis cantonnier à Tanlay. Le 16 février 1820, il a épousé à Tanlay Marie Jollois, qui ne lui a donné aucun enfant. Il est décédé à Tanlay le 28 février 1845. La 5e famille a été fondée par Domingo Rodriguez, né en Galice. Après la chute de Napoléon, il est resté en France où en août 1820, il a engrossé à Lésine sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Reine-Marie Maupas, le 27 février 1821 à Lésine. Il en a eu 2 filles et un garçon. Devenu tailleur d'habits à Lésine, il est décédé le 8 septembre 1849 à Villeneuve-sur-Yonne, chez son fils unique devenu prêtre. Et voici à présent les 7 familles de Lyon issues du 14e bataillon cantonné à Comissé. La première famille a été fondée par Juan da Cruz, né dans le Valencien. Capturé par les Français le 23 avril 1810 à Lérida, en Espagne, il est arrivé en 1811 à Comissé. Sur place, il a engrossé en décembre 1812 sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Marie-Madeleine Coquard, le 8 décembre 1813 à Comissé. Il en a eu 5 garçons. Devenu tisserand à Tanlay, puis à Sennevoie-le-Bas, il est décédé à Sennevoie-le-Bas le 20 août 1854. La deuxième famille a été fondée par Miguel Andrés, né à Lorca en Murcie. Capturé par les Français le 30 mai 1809 à Saragosse, il est arrivé à Comissé en 1811. En juillet 1813, il a engrossé à Comissé sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Jeanne Roy, le 8 décembre 1813 à Comissé. Il en a eu 3 filles et 8 garçons. Devenu carrier et aubergiste à Bagnolet, près de Paris, il est décédé à Bagnolet le 15 mai 1853. La troisième famille a été fondée par José Soto, né à Lorca en Murcie. Capturé par les Français le 21 février 1809 à Saragosse, il est arrivé à Comissé en 1811. En novembre 1813, il a engrossé à Comissé sa future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Marie-Agathe Rouget, le 7 janvier 1814 à Tonnerre. Il en a eu 4 filles et un garçon. Devenu terrassier et cantonnier à Tonnerre, il était encore en vie au décès de sa femme en 1851. La quatrième famille a été fondée par Miguel Martínez, né dans le Valencien. Il a été capturé par les Français le 21 février 1809 à Saragosse. Il avait été marié en premières noces en Espagne avec María Sánchez, qui avait été tuée lors du siège de ladite ville de Saragosse. Arrivé à Comissé en 1811, il a engrossé sur place, en mars 1813, sa seconde future épouse. Il a épousé la mère de l'enfant, Madeleine Binot, le 12 janvier 1814 à Comissé.
Il en a eu deux garçons nés à Comissé, puis, devenu tisserand, il a fini par quitter cette commune. On ne connaît pas encore le lieu et la date de son décès. La cinquième famille a été fondée par Pedro Gallia, né dans le Valencien. Capturé par les Français le 14 octobre 1809 à Gérone, en Espagne, il est arrivé à Comissé en 1811. Le 19 mai 1814, à Comissé, il a épousé Jeanne-Thérèse Brault, qui lui a donné un garçon. Devenu barbier en 1816 à Fézin, dans le Rhône, on perd ensuite sa trace. Il n'a pas assisté en effet aux obsèques de sa femme à Comissé en 1818. La sixième famille a été fondée par Joaquim da Costa, né au Portugal. Capturé par les Français le 24 avril 1810 à Lérida, en Espagne, il est arrivé à Comissé en 1811. Le 12 juin 1814, à Tanlé, il a épousé Victoire Collin, qui lui a donné 5 filles et 2 garçons. Devenu tailleur d'habits à Tanlé, il est mort dans cette commune le 22 décembre 1870. La septième famille a été fondée par Benigno Díez, né dans le Pays basque espagnol. Capturé par les Français le 8 juin 1810 à Mequinenza, en Espagne, il est arrivé à Comissé en 1811. En juin 1812, il a engrossé à Comissé sa future épouse, avec qui il a eu 2 autres enfants naturels en 1814 et 1815. Il a épousé la mère de ses 3 enfants naturels, Marie-Madeleine Huguenin, le 6 janvier 1818 à Comissé. En tout, il a eu avec elle une fille et 7 garçons. Il est devenu carrier à Bagnolet près de Paris, puis il est décédé avant 1862 en un lieu encore inconnu. Aucun prisonnier du 23e bataillon à Ancy-le-Franc ne s'est marié dans l'Yonne. La guerre d'Espagne et la construction du canal de Bourgogne ont permis cependant à 11 Espagnols et un Portugais, sur 1200 prisonniers de guerre, de fonder une famille dans le Tonnairois. Les autres prisonniers sont retournés dans leur pays d'origine en 1814, durant l'occupation de la France par les armées russes et germaniques. Les 1200 prisonniers de guerre ayant travaillé dans les 3 bataillons du Tonnerrois ont vécu une vie de semi-liberté le long de l'Armançon et du canal de Bourgogne de 1811 à 1814. On les laissait vagabonder pendant les heures et les jours de repos, se baigner dans l'Armançon, voire roucouler avec la gent féminine locale. Les déserteurs ont été peu nombreux, la majeure partie des départs étant dus aux hospitalisations à Tonnerre. Le tableau que l'on voit à gauche, représentant une péniche qui vogue sur l'Yonne, a été peint peu après la Seconde Guerre mondiale par ma grand-mère Fernande Leclerc. Cette péniche solitaire, sur une rivière autrefois très fréquentée par les navires transportant des denrées et des passagers jusqu'à Paris, et par les trains de bois flottant du Morvan jusqu'à la capitale, montre parfaitement que la navigation fluviale a fini par perdre tout intérêt économique majeur avec le temps, ceci pour 2 raisons. Le développement du transport ferroviaire en France à partir de 1827, qui s'est intensifié sous Napoléon III, et le développement du transport routier puis aérien, bien plus rapide que le transport fluvial, qui devait relier toutes les régions de France grâce à la construction de canaux. De nos jours, les canaux servent avant tout à la navigation de plaisance ainsi qu'à l'irrigation de certaines terres agricoles qu'ils traversent. Le canal de Bourgogne a été menacé en 2021 par un projet de fermeture de certains tronçons de cette voie navigable par mesure d'économie. Ceci aurait rompu le lien fluvial entre l'Yonne et la Saône, la Seine et le Rhône, la Manche et la Méditerranée. Ce projet, toutefois, a été annulé en 2023. Pour sauver le canal de Bourgogne, qui pour le moment est surtout fréquenté par les touristes étrangers, il faudrait encourager en France le tourisme fluvial populaire et bon marché. Le travail des prisonniers de guerre espagnols de 1811 à 1814 serait alors ainsi honoré. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention.